Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel U-Match. Alors petit rappel du concept pour commencer, une question au cœur de l'actu, 2 invités et un débat de fond, argument contre argument. Alors pour cette première émission de l'année 2026, le sujet nous est apparu incontournable, un peu à cause de Donald Trump, il faut bien l'avouer, parce que à peine les vœux d'usage prononcés, le président des États-Unis a fait basculer le monde dans la sidération en ordonnant le bombardement de Caracas et le kidnapping du président vénézuélien Nicolás Maduro. Opération Absolute Resolve, droit international, impérialisme états-unien, jeu de l'Europe et de la France dans ce nouveau concert, voilà quelques-unes des questions que l'on va aborder dans l'heure et quart qui vient, tout en essayant de démêler le nœud du problème. Est-on vraiment condamné à se préparer à la guerre ? Alors pour animer cette émission avec moi, j'ai à mes côtés le chef du service monde de l'humanité, Vadim Kamenka. Bonjour Vadim. Bonjour Julien. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente nos 2 invités. On accueille aujourd'hui Bertrand Badi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po, chercheur spécialiste des relations internationales. Vous avez notamment écrit L'art de la paix en octobre 2014. Vous nous direz d'ailleurs si elle vous paraît encore possible. Tandis que le 14 janvier, vous publiez un nouvel ouvrage intitulé Par-delà la puissance et la guerre. Face à vous, on accueille le général Patrick Dutartre. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu une longue carrière de pilote de chasse, notamment comme chef de la patrouille de France, et vous avez exercé des responsabilités au sein de l'état-major de l'armée de l'air, mais aussi en tant que conseiller au Quai d'Orsay. Aujourd'hui, vous êtes désormais consultant et conférencier. Alors maintenant que les présentations sont faites, je le disais à l'instant, depuis un peu plus d'une semaine maintenant, une question nous brûle les lèvres. Avec le Venezuela, le monde a-t-il basculé dans la réalité alternative de Trump ? Le président de la première puissance mondiale a en tout cas voulu frapper un grand coup. On en regarde le résumé en images de la com américaine. Breaking news, Venezuelan President Nicolás Maduro went from leader of his country to inmate in less than 24 hours. New video from overnight of him walking through Manhattan's DEA's office, handcuffed next to federal officers. Maduro is set to face a judge tomorrow. Alors que disent ces images de l'intention de Donald Trump pour vous, général Dutartre ? Je crois qu'il avait prévenu, en fait, il a une fixation sur Nicolás Maduro pour le Venezuela, sur le trafic de drogue. Qu'est-ce que disent ces images ? C'est que les États-Unis, les seuls, peuvent faire aujourd'hui, sur l'impulsion de Donald Trump, un peu ce qu'ils veulent sur la planète. Et bien sûr, on va discuter du fond, j'imagine. Sur le plan technique, c'était les seuls à être capables d'aller chercher comme ça un chef d'État. Alors évidemment, il est discuté, on va en discuter de Monsieur Maduro, mais oui, personne ne peut s'opposer à lui aujourd'hui dans ce genre d'opération, évidemment franchement discutable sur le plan du droit international. Et d'un autre côté, Nicolás Maduro, on peut discuter aussi de sa légitimité. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on va aborder, je pense, avec Monsieur Badi. C'est le seul à être capable de faire ça. C'est vrai qu'il y a d'autres actions depuis que le président Trump est arrivé. Il impose quelque part sa vision du monde, sa loi. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement plus de droit international. Il n'y a que le droit du plus fort. Et celui qui a montré l'exemple quelque part, et on peut pas forcément l'approuver, évidemment, c'est lorsque le président Poutine a envahi l'Ukraine. Justement, Monsieur Badi, cette démonstration de force pour le monde, et en particulier pour l'Amérique latine, on l'a vu, il y a aussi une volonté de faire main basse sur le pétrole vénézuélien. Que disent finalement les déclarations de Donald Trump du nouveau visage finalement de l'impérialisme américain ? Alors, il y a en même temps du nouveau et de l'ancien. Il ne faut quand même pas oublier que la pratique de l'intervention, elle est extrêmement ancienne, et surtout quand elle se rattache aux États-Unis, mais pas seulement d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant,
j'aimerais bien d'ailleurs entendre le point de vue du général Dutart sur ce point, c'est que l'histoire de la guerre a profondément évolué dans sa grande continuité, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'avec la guerre froide, est apparu un genre nouveau qui s'appelle la guerre d'intervention. C'est-à-dire, contrairement à la guerre de confrontation, on ne va pas directement attaquer l'adversaire principal, on va le contourner en attaquant ce qu'à l'époque on appelait grossièrement la périphérie des acteurs secondaires. Et dans un premier temps, la fameuse théorie des dominos avait conduit, par exemple, les États-Unis à intervenir au Vietnam. Et puis, ces guerres d'intervention ont peu à peu muté, sont à peu transformées en guerres de stabilisation. C'est-à-dire, il s'agit simplement d'intervenir là où il y a du désordre de manière à le réduire. Et la France est experte dans ce domaine. La France-Afrique, c'est ça, en quelque sorte, et jusqu'à récemment, le conflit du Sahel. Et puis, il y a eu un troisième temps qui a profondément marqué l'histoire contemporaine des États-Unis, qui est la guerre de conversion, le fameux regime change. C'est-à-dire, on intervient en Irak, par exemple, pour changer de régime, parce que le monsieur qui est en place était mauvais, il faut le remplacer par quelqu'un qui respecte nos valeurs. Ce qui est nouveau d'un certain point de vue, avec cette intervention au Venezuela, c'est que la puissance est coupée de toutes les préoccupation qui l'a caractérisée à travers ce défilé de guerre que je viens de nommer. C'est-à-dire, elle n'a plus de considération stratégique comme c'était le cas dans la guerre du Vietnam. Stratégiquement, ça ne sert pas à grand-chose, cette intervention. Elle n'a plus de soucis ou de préoccupations en termes de valeurs, c'est-à-dire la démocratie. Maintes et maintes fois ces derniers jours, M. Trump a montré que ce n'était pas du tout son problème, n'est-ce pas ? Vous dites, et vous n'avez pas tort, qu'on peut rattacher cela à une volonté de prédation, notamment des ressources pétrolières, mais là non plus, il ne faut pas exagérer. Les États-Unis n'ont pas un besoin vital de nouvelles sources pétrolières. Le pétrole vénézuélien, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus rentable et de plus profitable sur le plan, justement, de visée impériale. Donc, c'est la force pour la force. C'est ce que le général a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point, et sur sans doute beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est-à-dire montrer qu'on est les maîtres du monde. Et moi, il y a une phrase récente de Donald Trump qui m'a beaucoup frappé. C'est recevant un chef d'État, je ne me rappelle plus lequel, pour dire la vérité, ces derniers mois, il a dit dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, regardez ce lieu, c'est ici que se décident de toutes les affaires du monde. Alors, et ça, c'est en quelque sorte le nouveau credo, la puissance pour la puissance, qui correspondent, un, à une demande sociale d'un peuple américain qui se sent bafoué, humilié par la mondialisation, et deux, c'est aussi une stratégie de gouvernement, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement quelque chose de psychologique, de quelqu'un qui fantasmerait sur la puissance. Alors, à propos de cette intervention, le côté opérationnel en lui-même, Général Dutart, vous disiez également cela après l'intervention sur C'est à vous, on vous écoute. Sur cette opération militaire, vous nous disiez tout à l'heure, il n'y a que les États-Unis qui sont en capacité de faire ça, c'est un sans faute. Oui, tout à fait, mais c'est surtout en raison de la proximité des opérations spéciales que l'on peut conduire avec différentes formes, parfois par les Israéliens, même les Français, même les Britanniques, peuvent faire certaines choses. Mais là, de par son ampleur, c'est-à-dire engager des dizaines de navires, 150 avions simultanément, une mission extrêmement interarmée, et la force Delta qui est intervenue pour aller retirer Maduro et son épouse, c'est la pointe, c'est simplement la pointe du glaive. Donc il y a tout le glaive autour avec une préparation absolument incroyable. Quand vous dites incroyable, il faut peut-être juste raconter ce qui s'est passé. Ils avaient reproduit le palais présidentiel dans le Kentucky. Absolument. Plusieurs sites, plusieurs scénarios avaient été envisagés. C'est extrêmement bien organisé. À partir du moment où la directive, en ce sens, Trump avait été clair là-dessus, je veux être capable de attraper Maduro chez lui. Alors, on vous laisserait réagir, mais d'abord, Bertrand Badi, on se sent peut-être un petit peu moins enthousiaste face à cette efficacité opérationnelle déployée par les USA. Est-ce qu'elle vous inquiète ? Elle m'inquiète énormément pour une raison très simple. C'est que l'histoire, c'est pas moi, l'histoire a montré de façon totale, c'est-à-dire il n'y a pas de contre-exemple, qu'une intervention qui n'est pas conséquentialiste dans sa stratégie, c'est-à-dire qui ne raisonne pas
qui ne pense pas à toutes les conséquences possibles, et notamment qui ne pense pas à la manière dont les sociétés concernées peuvent réagir, pas dans le très court terme, mais dans le moyen et a fortiori le long terme, est une opération qui a déjà échoué. Regardez l'intervention en Libye, 2011, regardez l'intervention en Irak, 2003, regardez l'intervention en Somalie, 1992, il y aurait beaucoup d'autres exemples, et la même chose pour l'intervention en Ukraine de M. Poutine, qui, en bon dictateur, ignorait complètement le paramètre social. Comment de simples humains pourraient résister à la troisième armée du monde? Mais on pourrait dire la même chose pour la France au Sahel et en Afrique, c'est-à-dire cette façon d'ignorer la dimension sociale de la chose, qui est pourtant la seule qui compte, fait que, évidemment, on peut, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que le général Dutart a dit, avec beaucoup d'adresse et de manière très spectaculaire, et ce spectacle était voulu d'ailleurs, je pense, était démonstratif, enlever un chef d'État, mais après. La question politique, c'est mais après. Vous savez, on dit, c'est la grande philosophe suisse que j'aime beaucoup, Jeggi, qui dit cette phrase, les gouvernants ont tendance à résoudre les problèmes, mais à ne jamais avoir d'objectif. Ben voilà un bon exemple. Général Dutart, vous voulez réagir sur le... Oui, mais monsieur Badi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour la plupart de ces interventions, mais j'ai des contre-exemples. Le premier contre-exemple, c'est la guerre du Golfe numéro 1. Pourquoi ? Parce que le mandat était extrêmement clair. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU étaient d'accord. En fait, grosso modo, l'humanité, toute sauf un, c'est-à-dire sauf Saddam Hussein, avait dit « Monsieur Saddam Hussein, vous avez envahi le Koweït. On vous donne jusqu'au 15 janvier 1991, si ma mémoire est exacte, pour évacuer le Koweït. Sinon, on va vous y contraindre par la force. » Et là, vous avez raison, il y a quand même une réflexion et le mandat était limité, les objectifs étaient clairs, mais là, vous avez tout à fait... Et donc, ça avait été quand même un succès, c'est-à-dire que l'armée irakienne s'était retirée du Koweït, mais le mandat ayant été relativement clair, les Américains n'étaient pas allés plus loin. La coalition, dont je fais partie d'ailleurs, n'avait pas été plus loin. Ça veut dire que le mandat était bien précis. L'objectif était clair. Lorsque l'objectif n'est pas clair pour la suite, vous avez raison, les interventions militaires sont extrêmement malsaines parce qu'on ne sait pas où ça va. Il y a un deuxième contre-exemple, si vous le permettez, c'est au Mali. Le Mali, si la France n'était pas intervenue, je dis bien au début, je dis la première opération au Mali, eh ben, peut-être que les djihadistes seraient rentrés dans Bamako et auraient conquis l'entièreté du Mali. Donc là, mais pour la plupart des autres conflits, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, mon général. C'est 2 exemples qui sont tout à fait pertinents. Sur le Mali, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur le premier, simplement, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire, l'intervention de 2003 n'était pas la conséquence absolument et totalement logique de l'intervention de 91, mais le verre était dans le fruit, c'est-à-dire la déstabilisation du système bassiste en Irak, créer un processus de décomposition que personne ensuite n'a su gérer. Alors le Mali, c'est encore pire. Parce que là, je vous reprends sur ce que vous disiez, parce que ça m'a frappé concernant l'Irak, parce que à l'époque, j'étais patron des relations internationales de l'armée de l'air. Et j'avais rencontré le ministre de la Défense jordanien, qui m'avait dit l'intervention américaine en 2003, c'est une énorme bêtise. Pourquoi ? Parce que ils ont enlevé, ils auraient dû s'attaquer éventuellement au régime bassiste, mais laisser les structures en place, les structures de fonctionnement du pays, notamment l'armée à l'époque, qui était très structurante dans ce pays. Et à mon avis, ce qu'on voit aujourd'hui au Venezuela, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a une certaine prudence. Alors, je ne dis pas qu'on peut cautionner ça, mais une certaine prudence à essayer de ne pas déstabiliser totalement le pays pour que ce pays puisse prendre une orientation peut-être plus démocratique. Justement, là, en matière oui, de caution, vous parliez de l'Irak et du coup, la position de la France était très claire à ce moment-là. Irak 2, il faut bien faire le nuance entre Irak 1 et Irak 2. Aujourd'hui, on a le président de la République, Emmanuel Macron, qui, de son côté, dans sa première réaction, je le précise, n'a pas eu un mot pour le droit international. Est-ce que, selon l'un et l'autre, c'était une erreur, une faute ? C'était calamiteux. Calamiteux, et je pèse mes mots. D'abord, c'était étrange.
que le ministre des Affaires étrangères s'exprime dans un premier temps et le président de la République dans un second temps, dans un sens différent du ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'est l'inverse. C'est le président Macron qui a réagi en premier. Non, il y a d'abord eu un communiqué du Quai d'Orsay de Jean-Noël Barrot, et il a fallu attendre quelques heures, 3 heures si ma mémoire est bonne, pour que vienne, un peu plus même je crois, un communiqué, enfin c'est pas un communiqué de l'Élysée, d'ailleurs c'est un tweet. Bon, ce qui, du point de vue institutionnel, et je suis étonné que ça n'ait pas été mis en évidence, est une aberration. Quand un grand enjeu international apparaît, laisser son ministre des Affaires étrangères dire une chose et dire ensuite, sinon son contraire, en tout cas quelque chose de tout à fait différent quelques heures après, ça a été déjà une erreur politique et je dirais institutionnelle grave. Mais le fait de ne pas avoir eu un mot sur la nature totalement illégale de cette opération, eh bien, s'ajoutant à la mollesse de la réaction lorsque Thierry Breton a été sanctionné, à la mollesse de la gestion du dossier de la guerre commerciale, notamment par Madame von der Leyen, ça veut dire ce jour-là, et c'est un jour noir, que l'Europe a ouvert la porte à une intervention américaine au Groenland. Vous savez, le modèle stratégique trumpien est très simple. À partir du moment où il voit qu'on ne lui résiste pas, il va encore plus loin. Alors, Michel Audiard a dit des choses très claires. On reviendra juste un petit peu après sur le Groenland, si vous voulez bien. Juste, on voudrait entendre le général Dutartre sur la position de la France et les suites au Venezuela, dont vous semblez dire que c'était plutôt bien géré. Alors moi, je vous trouve un petit peu dur sur le sujet, parce que je trouve que c'était... Oui, et je vois que je l'entends, je vous respecte bien sûr. Et moi, je pense que c'était plutôt habile. Alors évidemment, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais déjà que la position de la France, qui exprime généralement par le Quai d'Orsay, qui disent attention au droit national, on n'a pas été très loin. Et c'est vrai que le président Macron, lui, a dit on va pas regretter le président Maduro. Donc en fait, il a dit tout force quand même que ce que pas mal de gens pensaient. Alors peut-être qu'il a, je ne sais pas s'il n'a pas fait une autre déclaration après en reparlant du droit international. Mais c'est vrai que la position française. Au Conseil des ministres, il a légèrement modifié sa position. Il a légèrement modifié ce qui me semblait, voilà. Donc moi je pense que la France doit toujours rester, parce que c'est sa conviction profonde, même si aujourd'hui dans ce monde du droit de la force, on n'est pas beaucoup écouté, c'est le respect du droit international. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on dise quelques mots sur le droit international. Donc ça, à mon avis, la position française, elle doit rester là-dessus, le droit international. Mais c'est vrai qu'on a un cas de conscience. Souvenons-nous du temps de Kouchner, d'ailleurs, sur le droit d'ingérence dans les pays. Vous vous souvenez, à cette époque-là, comme c'était important, quand on voit des massacres, et notamment le Rwanda, on se dit, on y va ou on n'y va pas ? On a beaucoup critiqué la France, vous savez, sur le Rwanda, mais tout le monde observait des massacres, personne n'y allait. Personne n'y allait. Est-ce qu'on n'a pas un droit humanitaire d'ingérence ? C'est une vraie question philosophique pour arrêter ces massacres. Donc ça pose d'autres questions. Et moi je pense qu'on devait être fiers à l'époque. Alors, il y a beaucoup à dire sur le fait que la France, toute seule, courageusement, était intervenue pour essayer de cesser ces massacres. Justement, mon général, quand on parle de droit d'ingérence, qui d'ailleurs... J'ai pas dit que je cautionnais. J'ai pas dit que je cautionnais. L'idée apparaît en 1988, c'est-à-dire juste au moment où l'URSS allait s'effondrer. On parlait d'un droit qui n'était pas décidé unilatéralement par la subjectivité d'un dirigeant, mais qui était délibéré par des institutions compétentes. Que le Conseil de sécurité prenne une résolution sous chapitre 7 qui considère que l'usage de la force est nécessaire et légitime pour chasser un dictateur du pouvoir, je vous rejoins tout à fait. Sauf que là aussi, il faut prendre un certain nombre de précautions. En 2011, la résolution 1973 avait ainsi autorisé l'usage de la force contre le régime de Kadhafi. Et on n'était pas assez... Ah bah oui, le Conseil de sécurité... Et le résultat a été catastrophique. Donc tout ceci est à prendre avec des précautions. Mais moi, ce qui me gêne dans l'intervention... Je vous pose une question là-dessus, mais est-ce que le président Poutine, enfin 2011, la Russie Medvedev avait donné son accord la Russie avait... Alors justement, la Russie, comme la Chine, avait voté cette résolution, qui était d'ailleurs soutenue à l'époque et par la Ligue arabe
et par l'Union africaine. Donc c'était quelque chose qui paraissait très consensuel, presque naturel. Ah oui. Et simplement, le grand virage, c'est que tous ces gens qui avaient voté pour se sont sentis trahis lorsque le mandat donné aux intervenants s'était auto-transformé en mandat donné à l'OTAN. Et à ce moment-là, Medvedev et d'ailleurs la Chine également, mais la Ligue arabe, mais l'Union africaine ont dit mais c'est pas ça qu'on voulait. Donc vous voyez, c'est montrer à quel point tout ça est fragile. Mais Fragile et ce que complexe. je voudrais dire, pourquoi c'est dangereux, délicat cette déclaration d'Emmanuel Macron? D'abord, elle a été reprise par M. Trump à titre d'autopropagande. Dire regardez comme j'ai bien fait, etc. Et deuxièmement, nous sommes dans un système international qui a des règles. Le personnage le plus abominable sur la scène internationale doit être traité conformément aux règles. De même que le pire des assassins à l'intérieur d'une société a un certain nombre de droits de défense, de garanties au moment où il est arrêté, etc. Tout ceci a été violé. Et l'histoire en retiendra cela, c'est-à-dire l'absence de positionnement de l'Europe et de la France en particulier. Je voudrais donner un exemple qui va dans ce sens. Le 24 février 2025, au 3e anniversaire du conflit russo-ukrainien, les États-Unis ont proposé au Conseil de sécurité une résolution inique, il faut bien l'appeler par ces termes, parce qu'elle ne rappelait même pas le droit à l'Ukraine de disposer de son intégrité territoriale. C'était un cadeau fait par Trump à Poutine. La France et la Grande-Bretagne, qui disposent d'un droit de veto, ne l'ont même pas utilisé pour bloquer cette résolution. Non, juste pour poursuivre sur la question du droit international, il y a quand même la question forcément du génocide à Gaza, puisque pendant plus de 2 ans, il y a eu des actes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui a permis aujourd'hui à la première puissance internationale, les États-Unis, finalement, de bafouer encore une fois de plus le droit international? Alors moi, je voudrais rebondir parce que vous posez vraiment peut-être le cœur du problème, c'est ce fameux droit international. Est-ce que le droit international, entre guillemets, parce que d'abord, qu'est-ce que c'est que le droit international? C'est un certain nombre de pays qui se mettent d'accord sur des règles du jeu. Or, ça n'engage que les pays qui ont signé ces règles du jeu, et bien souvent, ce ne sont pas tous les pays. Donc, en fait, ce droit international, entre guillemets, a des limites. Mais est-ce que le droit international sur la gouvernance de certains pays doit aller au-delà du droit humain, du droit d'un peuple à disposer de son avenir, mais surtout du respect de l'homme? La première chose qu'on doit, à mon avis, respecter sur la planète Terre, avant tout droit, entre guillemets, international, c'est le droit à chaque être humain de vivre en paix. Le droit à chaque être humain de vivre en paix. Et comment est-ce qu'on organise ça? C'est là où il y a le conflit entre le droit, une ingérence ou pas. Et à mon avis, le droit international devrait prendre en compte la première règle d'or de l'humanité, à mon avis. Et on est bien placé ici pour en parler. L'humanité, c'est le respect de chaque être humain à vivre en paix. C'est justement et vivre libre. On a assisté à un silence assourdissant, on pourrait dire, de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passait à Gaza de ce point de vue-là. Est-ce que ça permet la bascule selon vous, contribue selon vous, Bertrand Badi? Oui, parce que, mon général, vous avez raison sur bien des points, mais quel est le fondement du droit? Le fondement du droit, c'est de faire passer le principe avant la subjectivité, le libre arbitre de l'acteur individuel, et là, en l'espèce du dirigeant. S'il y a des principes de droit, c'est que pour exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que les principes soient universellement respectés et non sélectivement respectés. Quand effectivement on banalise le massacre de 100 000 humains et peut-être plus à Gaza, et que l'on pousse des cris d'orfraie légitimes par ailleurs sur les manquements à la démocratie au Venezuela, mais ces cris n'ont même pas été poussés. Trump ne s'est pas embarrassé de sympathie ou d'empathie pour le peuple vénézuélien. Eh bien, on commet une faute énorme. C'est-à-dire que le principe du droit, c'est justement de considérer qu'il y a des choses qui sont supérieures à la volonté et au libre arbitre individuel. C'est la raison pour laquelle, évidemment,
le droit international doit être respecté. Mais vous avez totalement raison, il se heurte violemment à un principe contradictoire qui est celui de souveraineté. C'est-à-dire, moi, je suis souverain, je ne veux pas de votre règle, et donc, je ne veux pas de la communauté, je ne veux pas de la Cour pénale internationale, je ne veux pas des règlements du traité de Paris sur le changement climatique, etc., etc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, tout ça. Seulement, il reste une chose. Il reste une chose, c'est que si le droit international est mis en échec dans sa capacité d'implémentation, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire de mise en pratique réelle, en revanche, il lui reste une force extraordinaire qui est sa vertu énonciatrice. C'est-à-dire, lorsqu'on évoque une règle de droit, après, il devient très difficile de pouvoir justifier une attitude qui lui est contraire. Et donc, le rôle des États face à ce qui s'est passé au Venezuela, c'était de dire, c'est pas comme ça qu'il convient de faire. Et j'ajoute une chose. Qui a été dit d'ailleurs pour la plupart. Oui, mais hélas, pas par le président de la République. Ça a été dit par le ministre des Affaires étrangères. Et moi, je trouve que le communiqué du Quai d'Orsay était excellent de ce point de vue-là. Je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Mais moi, je voudrais revenir à Gaza parce que... si vous permettez une phrase, c'est qu'à partir du moment où on se détache de cette référence, on ouvre la voie à la validation d'une phrase prononcée par le président des États-Unis il y a 2 jours, où il disait « Moi, le droit international, ça ne m'intéresse pas, ça ne me contraint pas, je me fie seulement à mon sens de la morale. » C'est terrible de dire ça. Imaginez qu'Hitler ait dit ça. Il ne s'est pas donné la peine de le dire, mais il aurait pu le dire. Et voyez ce que ça a donné. Bah. Ah non, mais vous savez, je suis totalement d'accord avec vous, professeur. Mais je reviens sur Gaza parce que c'est tellement important. Je veux dire, la première chose qu'on doit regarder avant même le droit international, c'est le respect des hommes, qu'ils soient de Gaza ou qu'ils soient d'Israël. Il faut que les gens puissent vivre en paix. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, la position de la France, vous savez, a été assez honorable depuis, et presque unanimité depuis 50 ans. Depuis Général de Gaulle, qui à un moment s'est fâché très fort avec Israël en disant mais ça suffit, vous devez respecter aussi le peuple palestinien. Et la position de la France, moi je l'ai observé, elle a toujours été essayée de trouver un juste équilibre. Elle veut, la paix, 2, le respect des droits de part et d'autre. D'ailleurs, la France a toujours considéré que la solution devait être une solution à 2 États. Et la troisième chose, l'humanitaire, comment est-ce qu'on peut aider les uns les autres. Et elle a toujours essayé de se positionner. Un très long débat, parce que se pose dès lors la question de la contrainte, puisque la France a pris effectivement des positions en faveur de la reconnaissance de la Palestine, sans jamais prendre de sanctions contre Israël pour contraindre des sanctions économiques, le retour de partenariats, par exemple. Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est très difficile à mettre en œuvre, mais moi je crois que il faut aller toujours trouver un juste équilibre, et c'est pas évident du tout, parce que d'ailleurs pour moi la situation n'est absolument pas satisfaisante depuis le début d'État d'Israël, où on doit trouver une solution à 2 États. D'ailleurs, Israël n'a jamais reconnu le droit international et l'ONU, et je le regrette. Mais la position de la France là-dessus a toujours été assez équilibrée. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, parce que j'y assisté. Attendez, j'ai assisté. Une chose importante, et pour revenir sur Gaza et sur la Palestine, lorsque Yasser Arafat était très malade, il n'est pas allé en Égypte, il n'est pas allé en Arabie Saoudite, il n'est pas allé en Syrie, il est venu où ? En France. En France, pour se faire soigner. Et parce qu'il savait que la France le respectait, et on a tout fait pour essayer de le soigner. On va vous laisser réagir, Bertrand Badi, mais puisqu'on est sur le Moyen-Orient, Badi, tu voulais poser une question, non, juste comme ça, on enchaîne. On est sur la même thématique, en fait, c'est justement sur la question des peuples, puisqu'on a vu quand même tout ce week-end ce qui se passe en Iran. Il y a eu d'énormes manifestations, ça dure depuis plusieurs semaines. Il y a eu plus de milliers d'arrestations, on évalue à une centaine de morts. Donald Trump, encore une fois, menace d'intervenir militairement. Donc on est encore sur cette question quand même du droit des peuples et d'ingérence. Mais avant de venir au droit des peuples, je voudrais quand même juste compléter les propos du général Dutart. Moi, je suis d'accord avec vous, mon général. Seulement, la France s'est associée à des sanctions terribles contre l'Iran qui étranglent ce pays. Ce pays souffre le martyre depuis un certain temps pour des raisons liées à l'incurie du gouvernement en place, mais aussi du fait d'une pression extrêmement
cruelle de la communauté internationale. Le prix d'un œuf aujourd'hui à Téhéran, c'est l'équivalent du prix d'une voiture au début de ce siècle. C'est vous dire. Bon, ce pays étouffe. On l'a hyper sanctionné. Et encore récemment, avec les fameux snackbacks, on les a complètement... Israël n'a pas fait l'objet d'un début de sanctions. L'Israël, à son compteur, en est à plus de 100 000 morts, dont un taux record de femmes et d'enfants dans tous les conflits. C'est-à-dire on ne trouve pas ce niveau de 40% de femmes et d'enfants victimes dans aucun autre conflit contemporain. Et aucune sanction n'a été prise. Mais il y a un accord dit d'association et de stabilisation avec Israël qui date de 1995, c'est-à-dire l'époque où on était dans le processus d'Oslo. Qui a cherché véritablement à le remettre en cause? Vous savez que l'Europe est le principal partenaire d'Israël. C'est-à-dire que si l'Europe avait sanctionné Israël, sur le plan économique, dépend de l'Europe, comme elle dépend des États-Unis sur le plan militaire. Et donc, une sanction de cette nature aurait probablement changé les choses. Ce que a fait l'Europe ressemble un peu à non-assistance à personne en danger. Ceci pour alimenter votre propre argument. Non, mais vous avez raison. Mais en même temps, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que l'Europe était celle qui a fourni le plus d'aide. Combien de milliards sont donnés chaque année à la Palestine par l'Europe? Oui, mais enfin, c'est pas ça qui arrête un carnage. Non, mais en aucun cas je peux cautionner ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe, dans l'histoire, je ne parle pas encore des 2 années présentes, parce que je trouve que ce conflit devait trouver une solution le plus vite possible et dans l'intérêt de tous et dans la sécurité de tous. Mais l'Europe, depuis 50 ans, elle a ses bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres humanitaires. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur l'Iran. Quant à l'Iran, justement, est-ce que vous pensez qu'une intervention est imminente? Alors c'est possible. Alors j'ai vu les dernières déclarations de cette nuit. Je pense que les Américains vont faire Trump. Voilà une occasion d'essayer de renverser le régime des Mollahs. Alors il n'y a pas grand monde qui peut cautionner le régime des Mollahs, parce que le peuple iranien que j'ai connu aussi, on en a parlé avec Monsieur Badi. Monsieur Badi en plus a une origine iranienne, c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi j'étais allé en 79 en Iran, juste avant l'arrivée de Khomeini. Je rappelle que Khomeini, d'ailleurs, a été accueilli en France, comme malheureusement beaucoup après de certains dictateurs qui ont fait un drôle de travail. Non, mais moi, vous voyez, pour revenir à ça, ce qui me semble extrêmement important, c'est la population iranienne. Et là, Monsieur Badi, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est rarement par l'extérieur qu'on arrive à imposer, si vous voulez, un changement de régime ou une paix durable. C'est par l'intérieur. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut aider le peuple iranien à une autodétermination, si vous voulez, beaucoup plus pacifique, et qu'on arrête ces sanctions contre, quelque part, le régime iranien. Il faut que ce peuple puisse vivre en paix et en harmonie. Et comment le faire, c'est la vraie question. Ce n'est pas simple. Alors, c'est vrai que je crois que les États-Unis, j'ai vu la déclaration du président Trump ce matin, fait une pression très importante. Il dit même que les dirigeants iraniens sont prêts à discuter avec l'administration américaine. Je pense que l'avenir est au peuple. Mais est-ce que le peuple pourra s'exprimer dans le régime de Mollah? Moi, je parle de vous de contrôle. Il a essayé depuis 30 ans, 40 ans. Il y a eu des manifestations extrêmement importantes. Elles n'ont pas abouti. Est-ce que là, elles vont aboutir? C'est une vraie question. Moi, personnellement, je l'espère. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va y aller? Et dans ce cas-là, quelle devrait être, selon vous, la position de la France? Alors, d'abord, j'ai jamais su écrire des horoscopes, donc c'est pas aujourd'hui que je commencerai. Si on écoute ce qu'il dit, ce président des États-Unis, on sent qu'il y a quand même quelques éléments de retenue. La manière dont il a pratiqué au Venezuela, c'était pas l'intervention directe, c'était l'action d'un commando, ce qui est tout à fait... C'est pas boots on the ground, comme on disait autrefois. Il faut quand même pas l'oublier, dans la société américaine, 2 tendances contradictoires. Et c'est très difficile d'arbitrer entre les deux. Il y a d'une part, Make America Great Again, c'est-à-dire montrer
que les États-Unis restent la superpuissance dont on doutait qu'elle existât encore. Et ça, c'est toutes ces démonstrations de force trumpiennes. Mais il y a aussi ce sentiment qu'il ne faut plus intervenir tous les jours à l'extérieur, que ça coûte cher, que ça coûte économiquement, que ça coûte en vie humaine, etc. Il y a ces deux éléments contradictoires entre lesquels il faut bien arbitrer. Il y a dans l'entourage même trumpien, ça on le sait parce qu'il s'exprime, des gens qui disent non, on n'a pas à aller jouer les gendarmes partout dans le monde. Comment va-t-il arbitrer entre ces deux tendances ? On n'en sait rien. Moi, je rejoins tout à fait ce que disait le général, c'est-à-dire que je ne connais pas dans l'histoire d'intervention qui, de ce point de vue-là, c'est-à-dire de la mise en place d'un nouveau régime, ce qu'on appelait autrefois le régime change, ait abouti à du positif. Et ça me permet de revenir sur le Mali tout à l'heure. Ce qu'on a commencé en janvier 2013, c'est très très mal terminé. Il suffit de regarder dans quel état est le Mali aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'exemple. Et ça s'explique très bien parce que la projection extérieure dans des États qui sont des États profondément malades, l'État iranien, l'État malien, l'État vénézuélien sont des États décomposés, extrêmement dysfonctionnels de bien des points de vue. Tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Et un scénario qui peut se profiler, mais encore une fois, pas d'horoscope, qui est un peu ce qu'il a essayé de faire Trump au Venezuela, prélever dans le système actuel des éléments qui pourraient assurer une forme de transition pacifique. Je dis transition parce qu'il faudra bien qu'il y ait quelque chose après, mais on n'en est pas encore là. L'avantage, c'est que s'il n'y a pas d'intervention militaire extérieure, cette transition a toutes ses chances de se réaliser. Alors, ce peut être des éléments modérés, je hors de ce terme parce qu'il ne veut rien dire, du régime actuel. Il y en a beaucoup, faut pas oublier. Faut pas oublier que l'actuel président Pezeshkian a été élu contre un conservateur. Et s'il a été élu contre un conservateur, c'est parce que le guide n'était pas contre. Donc ça voulait dire qu'il avait déjà en tête la nécessité de réformer le système de l'intérieur. Ça peut être l'approfondissement de ce processus. Mais je vois, et ça m'inquiète énormément, des pressions très très grandes d'intervention. D'abord, côté israélien, je ne suis pas sûr que Israël et les États-Unis soient exactement sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là, et aussi de la part de certains éléments, surtout de l'opposition extérieure, de la diaspora, qui aimerait bien profiter des fourgons de l'étranger pour rentrer à la maison. Justement, par rapport à Israël, puisqu'on sait quand même qu'il y a une guerre il y a encore quelques mois entre Israël et l'Iran, enfin une intervention israélienne, est-ce que par contre ce scénario-là est plus plausible, c'est-à-dire qu'Israël aujourd'hui, vu la faiblesse et les manifestations, puisse intervenir avec l'accord des Américains sur place ? Moi, je ne pense pas, parce que c'est extrêmement maladroit, extrêmement mal perçu, et ce que dit le professeur Badi est tout à fait juste. Je pense qu'il faut trouver un système de pression sur le régime des mollahs pour arriver à faire une transition la plus pacifique possible. Mais est-ce que la rue, depuis 35 ans, qui essaye, et on a vu les excès affreux de ce régime des mollahs, va laisser la rue s'exprimer suffisamment? Je crois qu'on est déjà à 200 morts de manifestants. Enfin, je veux dire, les policiers réagissent à balles réelles quand même contre les manifestants. Donc c'est hyper dangereux évidemment pour la population. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de voir placer quelqu'un depuis l'extérieur, comme le fils du chat dont on entend pas mal parler ces derniers jours? Mais bien sûr, il y a un risque. Moi, je pense qu'on n'a qu'une seule directrice en permanence. Quel est l'intérêt, le meilleur intérêt pour les peuples, pour le peuple iranien, qui est un peuple formidable en fait, qui a une histoire absolument incroyable et qui a envie de liberté et qu'on le respecte. Et force est de constater que depuis 45 ans, le régime des mollahs a vite dérivé et qu'il n'est pas respecté. Donc, moi, j'espère franchement que le peuple, que la rue va se retourner et décide de son propre avenir. Alors, qu'est-ce que peut faire la communauté internationale? Moi, je ne pense surtout pas qu'Israël intervienne, parce que ce serait, à mon avis, contre-productif. Et je pense non plus qu'il ne faut pas forcément que la force
américaines interviennent directement sur le terrain. Par contre, peut-être qu'elle fasse pression sur les dirigeants en disant bon, écoutez, laissez organiser, je sais pas moi, des élections libres, j'en sais rien, quelque chose comme ça, pour qu'on ait une chance d'aboutir. Mais une intervention militaire directe, à mon avis, sont très majeures. Juste vraiment quelques mots, parce qu'ensuite il faut qu'on avance. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Bertrand Badi ? Oui, moi tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est que le point de départ de ces manifestations, ce sont des soucis économiques liés à une souffrance sociale énorme. Ce pays est en train de crever, si vous me passez l'expression, parce que non seulement les classes populaires, mais aujourd'hui les classes moyennes iraniennes, et j'en ai des témoignages très précis, les classes moyennes sont en train de basculer dans l'extrême pauvreté. Donc l'urgence, on a tendance à l'oublier dans des périodes d'effervescence, elle est économique. C'est-à-dire, il y a un problème d'assistance humanitaire à ce pays avant même de réfléchir à ce que pourrait être un nouveau régime, n'est-ce pas ? Et je pense que si on arrive à régler cette pression économique dont tout le monde se moque, moi je n'ai pas entendu le fils du chat dire qu'il y a là de vrais soucis économiques et sociaux. Non, tout de suite c'est pour se précipiter sur la mise en place d'un nouveau régime. Oui, mais d'abord, essayons d'agir sur le plan humanitaire. C'est exactement comme à Gaza, où il faut d'abord que les gens se nourrissent et ne crèvent pas de faim. C'est incroyable de penser comment les dirigeants de ce monde ne voient jamais l'essentiel humain, c'est-à-dire la souffrance sociale. Ouais, je suis d'accord. Alors, Iran, totalement. Venezuela, ce ne sont pas les seuls terrains où Donald Trump menace. Il a aussi d'autres projets. On l'écoute en vidéo. A lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. You know how many? The bodyguards. Cuba is ready to fall. You know that. Cuba looks like it's ready to fall. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard. Alors, le locataire de la Maison-Blanche parle dans cet extrait aussi de Cuba, mais à propos du Groenland, est-ce que l'OTAN est en train de devenir une sorte de pacte de Varsovie avec des alliés satellisés, vassalisés, menacés ? D'ailleurs, Vadim, juste en quelques mots pour ceux qui nous écoutent derrière leurs écrans, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, pacte de Varsovie, OTAN, qu'est-ce qu'on entend par là ? Oui, le pacte de Varsovie, en fait, ça avait été créé suite d'abord à la fondation de l'OTAN, donc 6 ans plus tard, puisque l'OTAN avait été créé en 1949 et le pacte de Varsovie finalement en 1955. Quand finalement l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, a rejoint ce pacte atlantique. Donc en fait, le bloc de l'Est, donc URSS et différents pays d'Europe de l'Est, qu'on appelait les républiques socialistes, ont créé à leur tour un traité d'amitié et de sécurité, comme ils l'appelaient. En fait, ça servait à quoi ? Aussi bien à de la politique extérieure, mais aussi à un pouvoir intérieur, puisqu'on a vu finalement que l'opération, une des rares opérations, finalement, c'était dans les années 60, contre la Tchécoslovaquie, une volonté finalement de réprimer un soulèvement. À l'inverse, on a vu l'Alliance Atlantique, qui maintenant a plus d'une cinquantaine de membres. On le voit aujourd'hui, pareil, avec les États-Unis à sa tête, et qui décide finalement où est-ce qu'elle doit intervenir. Alors, Bertrand Badi, l'OTAN, est-ce qu'il y a réellement encore un avenir pour cette organisation aujourd'hui ? Alors, je vais peut-être être un peu péremptoire, mais ça permettra d'animer le débat. L'OTAN, c'est fini. Pourquoi ? Parce que les alliances sont d'un autre temps. C'est-à-dire que les États-Unis, mais bien avant Trump, déjà du temps d'Obama, considéraient que cette alliance, au sens classique du terme, c'est-à-dire l'engagement fidèle, leur coûtait plus cher que ça ne leur rapportait. Pendant la guerre froide, dans le contexte d'invention, comme vous l'avez justement rappelé, de l'Alliance Atlantique, puis ensuite du pacte de Varsovie, l'alliance, c'était gagnant-gagnant. C'est-à-dire, le protecteur y trouvait la source d'une véritable hégémonie, et les protégés y trouvaient les moyens de leur sécurité. Bon, ce calcul ne fonctionne plus aujourd'hui, en tout cas subjectivement il ne fonctionne plus. C'est-à-dire les États-Unis, dans leur majorité, considèrent que ça leur coûte plus que ça ne leur rapporte. Donc on a déjà
dépassé cette logique de l'alliance. On est maintenant non plus au temps de l'alliance, mais au temps de l'aubaine. C'est-à-dire, face à chaque enjeu, trouvons le bon partenaire qui nous permettra de gagner. C'est ce que j'appelle, et déjà j'avais écrit un livre il y a 15 ans sur le sujet, la diplomatie de connivence. On est plus volontiers connivant qu'allié, ça coûte moins cher, ça rapporte plus gros, et c'est beaucoup plus utile. Et dans ce contexte, effectivement, on voit bien les propos de Trump sur le Groenland indiquent que l'OTAN, pour lui, n'est pas un obstacle. Et ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que l'Europe ne sait pas réagir. Alors, je le disais tout à l'heure, elle montre sa mollesse à qui veut la voir, ce qui est déjà dangereux, mais il y a des possibilités de réagir. Alors là, je marche peut-être sur le précaré du général qui est plus compétent que moi pour dire, mais... Lesquels, juste en quelques mots ? Il lui suffit, par exemple, que les Européens, alors que ce soit l'Union européenne ou les Européens élargis à la Grande-Bretagne, envoient des troupes, envoient des forces au Groenland et expliquer aux États-Unis que s'ils entrent là, ils auront face à eux des armées européennes qui sont là pour défendre le droit, d'une part, des Groenlandais à l'autodétermination et du Danemark qui, juridiquement, a encore des accords d'association avec le Groenland. Envoyer des troupes, ça vous paraît une bonne idée, Général Gittard ? Je vais répondre à votre question, mais d'abord un peu sur l'OTAN. En fait, ce qu'on a, donc moi j'ai très bien connu, bien sûr, c'est la guerre froide, cette alliance de pays. Vous savez que la France avait une position particulière dans l'OTAN. On était pendant des années sous l'initiative générale de Gaulle en disant bon, écoutez, je n'ai ras-le-bol d'avoir les ricains chez moi, dehors. Moi, je reste dans l'OTAN politiquement, mais militairement, je ne suis pas intégré, je suis autonome. Donc moi j'ai connu cette position-là pendant des dizaines d'années, ça ne m'empêchait pas de travailler avec l'OTAN. Et quand je suis rentré un peu dans les états-majors, à un certain moment, j'ai dit mais l'OTAN, en fait, c'est un faire-valoir américain. J'avais réalisé, je me disais, mais c'est quoi ce truc ? C'est un faire-valoir américain, quelque part. Les Américains décident de tout, et puis ils nous contraignent même à acheter des matériels qui sont leurs propres matériels, tout ça. Cela dit, la vertu de l'OTAN, c'est quand même aujourd'hui La France, encore... entre-temps, juste pour préciser, était réintégrée dans le commandement. Oui, et c'est Sarkozy, à l'époque, le président Sarkozy, qui avait décidé qu'on rentre à nouveau dans le commandement intégré, et donc on est dans toutes les structures militaires intégrées. Mais quelque part, cet aparté nous a donné une capacité, notamment dans un métier que je connais assez bien, c'est la défense aérienne, où on était très autonome, parce que le général de Gaulle voulait qu'on surveille en permanence notre espace aérien, on ne le déléguait pas à l'OTAN, c'était nous qui étions souverains, et donc on a eu des moyens à la fois de détection et d'interception qui étaient totalement autonomes. Alors, l'OTAN, plus grande alliance militaire de l'histoire, mais évidemment patronnée par les Américains. Moi, je pense personnellement que l'OTAN doit conserver ses 32 pays, et on a gagné 2 pays majeurs, qui sont la Finlande et la Suède, qui étaient autonomes. Et d'ailleurs, le président Poutine, sur le plan stratégique, a tout perdu, parce que maintenant, il a gagné, entre guillemets, 1200 km de frontières communes avec l'OTAN. Parce que la Finlande a basculé dans l'OTAN alors qu'elle était neutre pendant 70 ans. Donc, moi, je crois encore à l'OTAN, mais je crois qu'on doit être capable de disposer de notre avenir de manière autonome, c'est-à-dire, je crois, ce pilier européen au sein de l'OTAN, parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas fort, on n'est pas écouté. S'agissant du Groenland, est-ce que... je ne pense pas que les Américains vont intervenir militairement. D'abord, le Groenland, c'est chez eux quasiment depuis 70 ans, entre guillemets, chez eux militairement. Pourquoi ? Dans les années 60, la plus grande base américaine qui était déployée au Groenland, c'est Thulé. Thulé, il y avait plus de 10 000 soldats. Vous mettez en rapport des 50 000 Groenlandais, vous vous rendez compte, vous aviez 1/6 de la population qui était américaine. Il y avait une seconde base sur laquelle j'ai eu la chance de me poser, qui s'appelle Sunderstrom, qui est au fin fond d'un fjord qui fait 100 km de long. Et là, il y avait une grosse base américaine stratégique. Donc, en fait, les Américains sont depuis toujours au Groenland. Et donc, il ne faut pas envoyer de troupes européennes. Alors, on pourrait... à la limite, il faut prendre à la lettre ce que dit Trump en disant... Le Danemark n'est pas en mesure d'assurer la protection du Groenland. Mais moi, je dis
que les Européens sont parfaitement en mesure d'assurer la sécurité, la protection du Groenland. Et ben, à ce moment-là, peut-être déployer, s'il faut, des navires autour du Groenland, et éventuellement des avions, pour dire, nous, on y va, juste pour assurer la protection du Groenland. Enfin, tout ça, c'est un marché de dupes. Les Américains, Trump, vous savez que c'est en 1948 déjà, où je crois que les Américains voulaient acheter le Groenland. Ça avait été fait 200 millions de dollars. Et les Groenlandais avaient refusé. Je pense que, vous savez quoi ? Je pense, malheureusement peut-être, mais que les Groenlandais vont se faire acheter par les Américains. Alors, je pense que, parce que si vous donnez $1 million, ce qui était envisagé à chaque Groenlandais en disant, écoutez, plutôt que de dépendre du Danemark, vous allez dépendre des Américains, je crois qu'ils vont hésiter. Juste pour en finir avec l'OTAN, donc présence de la France utile en son sein, selon le général Duttart, une partie de la gauche plaide pour en sortir. Quelle est votre position, vous, Bertrand Badi ? Je l'ai amorcé en disant que effectivement, ça ne correspondait plus à l'ère du temps. L'ère d'OTAN ne correspond plus à l'ère du temps. Mais il faut comprendre ce que les Européens ont du mal à admettre. Pourquoi ? Parce que les Européens restent fondamentalement attachés à l'idée de déléguer leur défense à des États-Unis, ça coûte moins cher, et puis nous, on est divisés, au moins papa, comme disait Monsieur Rutte, va nous réunir, etc. Mais en réalité, là où l'Europe perd, c'est qu'elle s'enferre dans une attitude d'un autre temps qui est antérieure à la mondialisation. Dans le jeu de la mondialisation, il y a un principe qui devient fondamental et que l'Europe ne sait pas saisir, c'est la fluidité. Je disais tout à l'heure que l'aubaine maintenant est plus importante que l'alliance, c'est-à-dire savoir créer des partenariats avec les émergents, avec des pays du Sud, en fonction des problèmes. Je ne dis pas se lier corps et poings avec pieds et poings, avec le Brésil ou l'Afrique du Sud. Mais le temps nouveau, c'est savoir jouer cette fluidité, multiplier les partenariats, trouver des points d'équilibre, travailler à des solutions avec les acteurs régionaux quand ceux-ci sont en cause. C'est ça l'avenir des relations internationales. Regardez des pays qui ne sont pas de bons exemples, je suis d'accord, mais qui quand même pèsent sur l'avenir du monde. Regardez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, elle a créé des partenariats, bien sûr, anciens avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie, mais aussi avec la Chine, mais aussi avec Israël, mais aussi avec la Turquie, mais aussi même avec le Qatar, qu'elle déteste par ailleurs, etc. Regardez la Turquie, pourtant membre de l'OTAN et qui pactise avec à peu près tout le monde. Regardez l'Inde. L'Inde est un pays qui a en même temps de très bonnes relations avec la Russie et avec les États-Unis. Et pas avec la Chine, mais justement, le changement depuis quelques mois, et en tous les cas depuis le dernier sommet de l'OCDE, de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est allé tout à fait dans le sens inverse. Et c'est compris autant par les Chinois que par les Indiens. C'est ça, le monde nouveau. Et c'est là la chance de paix. Vous me demandez tout à l'heure si la paix a encore une chance. Voilà, la façon de faire la paix, c'est de multiplier les partenariats et pas de donner a priori des statuts à chacun. Alors la Chine est l'allié de la Russie, ce qui veut strictement rien dire, qu'il y a des axes d'alliance, Pyongyang, Téhéran, Pékin, Moscou, ce qui ne veut rien dire. Alors, puisqu'on parle de ces perspectives, au lendemain des bombardements du Venezuela, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, déclarait ça. On va l'écouter en vidéo. Mais la France se prépare pour un monde durci, pour un monde brutalisé, pour pouvoir se défendre. Et comment est-ce qu'elle se prépare ? Est-ce que c'est suffisant de condamner ? Est-ce que c'est suffisant ? Comment s'y préparer ? Comment se préparer à un monde plus brutal et plus durci ? Eh bien, c'est tout d'abord en nous réarmant sur le plan militaire. C'est l'objectif qui est donné par le Premier ministre, la ministre des Armées. En nous réarmant sur le plan économique pour diminuer les dépendances qui aujourd'hui nous placent dans une situation de servitude par rapport à d'autres régions du monde. Et c'est aussi nous réarmer moralement, être prêt à résister à cette brutalité qui s'installe. Oui, justement, sur la question de la diplomatie française, il y a la question de l'Ukraine. Emmanuel Macron a dit envoyer, s'il y a un accord de paix, 600 000 soldats sur place, sans mandat de l'ONU. 6 000, pardon, excusez-moi. Sans mandat de l'ONU. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ?
Alors, s'agissant de l'Ukraine, la position française, enfin, que je la comprends bien, c'est de soutenir ce pays contre l'envahisseur russe dans le cadre d'une coalition des volontaires. Et ça, c'est un succès diplomatique qu'il faut reconnaître au président Macron et à Keir Starmer, notamment le Britannique. C'est-à-dire que les deux se disent, bon, voilà, il faut qu'on ait une coalition derrière, parce que les Américains sont quelque part en dehors un peu. Enfin, en tout cas, sont un peu trop en arrière vu de la position française. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que l'Ukraine, qu'on le veuille ou non, quelque part, c'est aujourd'hui notre meilleur bouclier européen, voire même otanien. Et donc si l'Ukraine résiste, c'est une protection pour nous. Si elle ne résiste pas, si la Russie envahit complètement l'Ukraine, et ben là, l'ensemble de la Russie, la Russie avec toutes ses forces, est aux portes de l'Europe et de l'OTAN, et il faudra bien faire quelque chose. Donc aujourd'hui, quelque part, c'est notre intérêt stratégique que l'Ukraine résiste. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Badi ? Pardon ? Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Badi, envoyer des troupes en Ukraine ? Je suis tout à fait d'accord sur la nature capitale de l'enjeu ukrainien. Il faut quand même pas oublier que l'Ukraine non seulement est vitale pour l'avenir de l'Europe, mais est vitale pour l'avenir du droit international. C'est-à-dire que si on venait à officialiser un abandon de territoire ukrainien validé par un traité de paix, ce serait une honte absolue, en cela que ce serait la première fois depuis 1945 qu'un traité de paix viendrait valider une cession de territoire. Les modifications territoriales depuis 1945, elles n'ont jamais été validées par aucun territoire. Chypre Nord, l'Ossétie, l'Abkhazie, le Somaliland, etc. Bon, absolument. Maintenant, on peut se réjouir de ce projet qui a été officialisé à Paris il y a quelques jours. Seulement, moi, il m'étonne un peu parce qu'il est conditionné à un cessez-le-feu et un accord de paix dont je ne vois même pas le préalable. Donc c'est facile de s'engager sur un avenir qui n'existe même pas en filigrane. Le deuxième élément que je vois, on a dit que les États-Unis ont souscrit à ça, mais c'est pas vrai. Les États-Unis n'ont signé aucun papier dans cette affaire. Donc il y a quelque chose qui ressemble à un marché de dupes, c'est-à-dire nous on s'engage à faire ça et les autres ils s'engagent à rien du tout. Donc ça me fait peur également. Troisièmement, moi je reproche solidement à la diplomatie, non pas française, elle n'est pas la seule en cause, mais européenne, d'avoir complètement négligé ce qui serait un plan de paix sur l'Ukraine. C'est-à-dire, on aurait des propositions à faire. Moi, personnellement, tout petit bonhomme que je suis, j'ai des propositions à faire. Bon. Et notamment, une nouvelle conférence européenne sur la sécurité, ce que j'appelle un Helsinki 2. Jamais ça n'a été proposé. Et enfin, dernièrement, l'effort de défense. Je n'oserais pas devant le général dire que je suis hostile à celui-ci, mais j'aimerais qu'on me le définisse. Parce que quand j'entends beaucoup de spécialistes dire il nous faut plus de chars, il nous faut plus de etc. ou un porte-avions, je ne sais quoi. Moi, je dirais il nous faudrait peut-être une solide défense contre le risque de cyberattaque. Le plus grand péril pour la France de demain, c'est une cyberattaque frontale venant de la Russie qui paralyserait, par exemple, tout notre système aérien, tout notre système de communication, etc., et qui nous tuerait. Bon, et qu'est-ce qu'on a alors ? Justement, sur la question des dépenses. Oui, bien sûr. Justement, sur la question des dépenses militaires au niveau de l'Europe, puisqu'on a eu le fameux plan Réarme Europe qui fait 800 milliards. On a vu que tous les budgets, que ce soit de la France, de l'Allemagne et autres, ont explosé ces dernières années. Finalement, l'Europe est-elle prise au piège entre un jeu des grandes puissances, c'est-à-dire la Russie, la Chine et les États-Unis ? La France, l'Europe de manière générale... On reviendra plus précisément sur la France juste après. Oui. Moi, de manière générale, je trouve l'Europe voulait vivre en paix, en fait. Et elle y a cru. Après la chute du mur de Berlin, elle s'est dit, ça y est, maintenant, plus jamais de guerre en Europe, plus jamais on désarme les uns les autres. Et à la limite, je peux comprendre ce sentiment noble de vouloir la paix sur notre planète Terre, en fait. Mais on a été, je pense, candide. On a été candide devant des velléités évidemment russes avec le président Poutine, avec certains pays dont on ne parle jamais, mais la Corée du Nord qui développe son armement nucléaire, et puis des tergiversations américaines qui sont plus
orienté vers l'intérêt immédiat américain que l'intérêt des Européens ou l'intérêt de la planète. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est qu'on doit être fort. On n'a pas le choix. Donc moi, je pense qu'il nous faut une autonomie de défense en Europe et une autonomie politique pour pouvoir peser. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que c'était pas le contrat européen, c'était un libre-échange et puis la paix aussi quelque part. Moi, quand j'avais été affecté au cabinet de Michel Barnier, quand il était ministre des Affaires européennes, enfin ministre des Affaires étrangères, il m'avait dit, tu vois, le plus grand succès de l'Europe, c'est la paix en Europe. Et c'est vrai que on a oublié ça, mais depuis 39-45, on n'a jamais été aussi en paix sur le territoire européen. Je dis bien sûr, en dehors de l'histoire des Balkans. J'ai fait participer. Mais on appelait ça la poudrière des Balkans. Et je trouve qu'on n'a pas si mal géré que ça, la communauté internationale, parce qu'on a imposé une sorte de paix. Alors, j'espère qu'elle va durer, c'est encore extrêmement sensible, mais à l'époque, lorsque Tito est tombé, entre les Croates, les Bosniaques et les Serbes, ces gens-là, ça a été de la guerre civile. C'était abominable. Et on a quelque part réussi à temporiser un peu cette affaire-là, et je pense qu'on peut quelque part en être fier. Mais pour l'instant, on a une sorte de paix dans toute l'Europe. On n'envisage pas de refaire des conflits avec nos amis britanniques, avec les Allemands, sauf sur les terrains de rugby, bien sûr, avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, et tant mieux. Mais maintenant, il faut être autonome, il faut se protéger. Alors, quelles sont les menaces de la France aujourd'hui? Moi, j'en vois 3. La première, bien sûr, on la voit, c'est la Russie, militairement parlant. Je ne vois pas se battre contre des pays africains ou évidemment contre la Chine. Non. Aujourd'hui, militairement, on n'a qu'une seule menace, c'est une grande puissance nucléaire qui est la Russie avec 6000 têtes nucléaires. Donc là, il faut être capable de dissuader la Russie de venir empiéter sur l'Europe ou s'attaquer à les intérêts français. C'est la première menace. La seconde menace, c'est le terrorisme. Le terrorisme, un peu bien sûr de cyberattaque, mais je vais y revenir. Le terrorisme et puis la déstabilisation de notre société par les trafics de drogue. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Et la troisième menace, c'est nos divisions intérieures. Si on n'a pas la volonté de se défendre, si on est toujours en train de se diviser, il faut arriver à se respecter les uns les autres et trouver un dénominateur commun pour que notre société, qui est d'une humanité absolument incroyable, enfin qui voudrait les droits de l'homme, que je défends complètement. Sauf qu'il y a parfois, on a oublié un petit quelque chose, c'est les devoirs de l'homme. Et le seul devoir que les humains ont, c'est de respecter les autres. Une démocratie ne fonctionne que si on respecte justement les droits des autres. Et donc, c'est le mot respect. On doit se respecter les uns les autres. Et ça, à mon avis, c'est une chose très importante. Donc, la vraie menace aujourd'hui, c'est 1, la Russie, 2, le terrorisme, et 3, nos divisions intérieures. S'agissant... Oui, vous voulez revenir sur ce juste pour faire avancer un petit peu le débat et donner quelques éléments sur le budget de la France, notamment, puisque vous parlez de menaces, me semble-t-il, quand même de nature sensiblement différente et qui nécessitent des réponses différentes. Pour ce qui concerne les menaces extérieures que vous évoquiez, l'Assemblée nationale qui reprend son débat demain sur le budget, avant une possible motion de censure. Bon, on verra tout ce que ça donne. En tout cas, le projet de loi de finances prévoit 6,7 milliards d'augmentation du budget de la défense pour un total de 57,1 milliards contre 32,7 milliards en 2019, soit près du double d'augmentation. Est-ce que face à l'escalade mondiale à laquelle on assiste, la réponse est la seule réponse est-elle la surenchère militaire, quitte à sacrifier d'ailleurs dans ce budget d'autres services publics, d'autres lignes budgétaires? Bertrand Mady. Oui, alors là, il y a un vrai débat qui ne s'est jamais construit. Qu'est-ce que c'est que la défense? Et je le dis humblement devant quelqu'un qui en est beaucoup plus spécialiste que moi. La défense, d'abord, c'est un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. C'est l'instrument d'une politique étrangère. Or, pour moi, une défense, elle est crédible si on a une politique étrangère claire et définie. Nous n'avons plus de politique étrangère. Ça, c'est un premier point. Alors, on pourrait développer, mais c'est une première alerte, si vous voulez. Quels sont les objectifs? Tout à l'heure, mon général, vous parliez d'objectifs, qui est le grand concept clausewitzien, n'est-ce pas? Bah oui, justement, la défense, mais ça sert à quoi? Et pour défendre quelle politique étrangère, et notamment par rapport à nos partenaires européens qui n'ont peut-être pas exactement la même vision. Le deuxième
élément, c'est que pour moi, la défense, c'est total. C'est-à-dire, il n'y a pas le budget du ministère de la Défense qui est indépendant des uns des autres. Je rejoins d'une certaine manière ce qu'a dit très justement le général tout à l'heure. La défense, c'est une affaire de tous, et une société qui n'est pas en bonne santé est une société qui est incapable de se défendre, même si elle a un porte-avions absolument extraordinaire comme celui qu'on nous annonce, n'est-ce pas ? Et moi, je vois des secteurs de la société française qui sont en situation d'alerte profonde. Je pense à la santé en particulier, je pense à l'environnement et à l'écologie, je pense dans une moindre mesure, parce que quelquefois on exagère certains points, mais aussi à l'éducation. Et tout ceci ne peut pas se faire un effort de défense ne peut pas se faire au détriment de tous ces secteurs. C'est ça que l'on ne comprend pas. Si vous voulez avoir des Françaises et des Français qui sont attachés à la défense de leur pays, vous devez d'abord montrer que vous avez une capacité de protection sociale. C'est effarant de voir cette grève de médecins qui est quelque chose d'assez obscène. D'ailleurs, qu'un médecin se mette en grève, moi, j'arrive pas à comprendre. Surtout que c'est pas la catégorie la plus à plaindre, c'est pas la plus souffrante, n'est-ce pas ? Mais moi, je connais en ce moment des gens qui souffrent et qui n'ont pas de médecin pour aller voir. Bon, ça, c'est quand même un signal d'alerte. La société française va mal. Ne parlons pas aussi de la dette. Et si tout ceci n'est pas conçu dans une vision globale des choses, eh bien, vous pourrez avoir le budget du ministère de la Défense le plus éblouissant, il ne servira à rien. Justement, sur cette surenchère, est-ce qu'on se demande aujourd'hui, est-ce qu'elle a un sens ? Parce que finalement, les États-Unis vont dépenser près de 1000 milliards de dollars pour 2026. Potentiellement, ils pourraient dépenser jusqu'à 1500 milliards de dollars en 2027 s'il y a un accord bipartisan. Donc, est-ce que finalement, cette course, cette freinée, cette surenchère, elle a un sens, général Dulthard ? Non, mais ouais, sur le fond de ma pensée, moi, je suis pour le désarmement. La première chose, donc plus j'ai un vrai problème. Enfin, c'est pas une difficulté, mais sur le plan de l'éthique, mais je voudrais que les armes disparaissent, que mon ancien métier disparaisse. Parce que ça n'a pas de sens. Il vaut mieux mettre de l'argent dans les hôpitaux, dans l'action sociale, dans l'équilibre. Et donc, moi, fondamentalement, je suis pour que chaque être humain trouve sa place dans la société dans l'harmonie, dans la paix. Y compris face à la situation concrète dans laquelle on est aujourd'hui. Mais la difficulté, c'est qu'on vit un monde extrêmement troublé. Et alors, Monsieur Badi, je suis d'accord avec beaucoup bien sûr de ce que vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'une politique de défense ? C'est pas pour défendre une vision diplomatique, pas du tout. La défense, c'est pour défendre ses citoyens. C'est tout simplement ça. La défense, c'est le premier rôle d'un État, c'est protéger ses citoyens sur tous les secteurs, à la fois vis-à-vis d'une agression extérieure, à la fois vis-à-vis d'une déstabilisation intérieure, de donner un emploi à chacun, que chacun puisse s'épanouir dans la société avec le maximum d'équité possible. Vous savez, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais à mon avis qui est fondamental, c'est que l'humanité aujourd'hui a 3 priorités, et ça, on doit le regarder. Et la France doit être toujours une alerte. La première priorité, c'est la paix dans le monde. Donc pourquoi il y a des guerres ? Parce qu'il y a des tensions. Donc il faut, chaque fois qu'on peut, la première, pour moi, directive diplomatique objective, c'est d'abaisser les tensions dans le monde. Et quelque part, la France était un peu comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut, la France ? La seule directive qu'un président de la République doit donner à sa diplomatie, messieurs les diplomates, je veux essayer de faire la paix partout. Apaiser les tensions, pour moi, c'est la seule chose. La seconde chose, c'est protéger ses citoyens, évidemment. Alors, les priorités de l'humanité, c'est 1, la paix, 2, la protection de notre planète, parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça partir à volo, ne serait-ce pour respect pour nos enfants. Dans quel état on va laisser notre planète ? Et donc, piller les ressources dans tous les sens et polluer. Non, on a tous une responsabilité, chacun à son niveau, pour protéger notre planète. Et la troisième, on n'en a pas parlé, c'est trouver un système économique sur la planète qui respecte le maximum de gens, pour que les gens puissent s'épanouir. Et ces choses-là, on ne l'a pas trouvé. Les excès du communisme ont amené des dizaines, pour peut-être pas dire des centaines de millions de morts. Les excès du capitalisme sont dramatiques aussi, parce que c'est la pauvreté. C'est les gens de plus en plus riches au détriment de gens de plus en plus pauvres. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Et la France est au milieu de tout ça.
des excès qu'on a pu voir du communisme et des excès du capitalisme. Non, nous, on doit trouver, et d'ailleurs, c'est la chose fondamentale du communisme, c'est la répartition la plus harmonieuse possible entre les êtres humains. Et sur le plan éthique, c'est une bonne chose, mais on n'a pas arrivé à trouver le système économique qui permet de le faire. Alors de ce point de vue, la France n'est pas forcément au milieu du chemin non, mais sur cette voie-là. En excès. l'occurrence, le gouvernement semble aussi avoir des projets pour nos enfants. On se souvient de cette déclaration du général Mandon, chef d'état-major des armées, qu'on réécoute tout de suite. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors d'ailleurs, la campagne de recrutement pour le service national volontaire voulu par Emmanuel Macron est lancée aujourd'hui même. Général Dutartre, que vous inspire cette initiative du chef de l'État ? Mais moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup aimé à l'époque le président Chirac, mais je trouve qu'il a fait une bêtise en suspendant le service national. Là-dessus, que ce soit clair, parce que il fallait le réformer, il fallait professionnaliser certaines unités. En fait, ce qui avait enclenché ça, souvenez-vous, c'est la guerre du Golfe numéro 1. Lorsqu'on s'est rendu compte que lorsqu'on voulait déployer des forces extérieures avec un certain nombre, il y avait des soldats qui faisaient leur service militaire. Et la société n'était pas prête à ce que ces soldats meurent sur un théâtre d'opération extérieur dont ils ne voyaient pas toujours, effectivement, l'intérêt pour la France. Donc, je pense qu'il fallait réformer, mais ça avait une vertu, c'est que c'était théoriquement universel et tout le monde donnait un peu de temps pour son pays. D'ailleurs, moi, je suis pour que chaque être humain, enfin chaque Français, donne un peu de temps pour son pays. Parce que son pays, évidemment, il ne donne pas assez, mais enfin, il donne des autoroutes, il donne des infrastructures, il donne de l'assistance sociale, jamais assez, bien sûr, mais une certaine protection contre le chômage, jamais assez peut-être, mais le pays donne. Là, on parle de l'armée, du coup, c'est un temps particulier donné au pays. Mais absolument. Mais moi, j'étais plus pour le service national que le service militaire. Le service militaire, c'est une petite partie du service national. C'est-à-dire qu'on devrait donner du temps pour nos hôpitaux, pour l'école, pour nettoyer nos rivières, nos plages, nos routes, qui parfois ont bien besoin d'un coup de balai. Donc, que chaque Français donne un peu de temps pour son pays. Donc, moi, c'était ça l'esprit. Alors maintenant, on remet le service national volontaire. Je trouve que c'est une bonne initiative très modeste, mais elle a été pensée en fait par les armées. Il n'y a pas eu beaucoup d'ailleurs de débats sur le sujet, si vous regardez bien. Pourquoi ? Parce que c'était assez intelligemment conçu. Il faut savoir que en fait, le président Macron avait demandé aux armées, proposez-moi différents scénarios, et ils ont proposé des scénarios qui étaient acceptables, avec une montée en puissance. C'est volontaire, mais je pense qu'un jour, il y a pas mal de pays européens qui remettent un service national obligatoire. On n'en est pas là aujourd'hui, mais je pense que chaque jeune en France devrait donner un peu de temps pour son pays. Justement, sur la question de l'armée, Bertrand Badi, que pensez-vous de ces multiplications des appels à se mettre au service de la patrie ? Oui, alors, vous savez... Quitte à sacrifier in fine sa vie, parce que le général Dutartre dit c'est pas obligatoire. Il se trouve que dans les dispositions, en cas de crise, ça pourrait le devenir, a précisé le gouvernement. Oui, il y a des considérations économiques sur lesquelles on pourrait revenir à propos, effectivement, de cette transformation et de cette abolition du service national. Mais vous posez, je pense, la bonne question, c'est-à-dire en termes de valeurs et de motivation, et en termes d'engagement, en termes d'identification. Pour cela, avant d'avoir un choix personnel, il faut regarder, il faut écouter. Le principal défaut, tant des acteurs politiques que des observateurs, c'est de ne pas avoir une vision générationnelle du monde. C'est-à-dire interroger les jeunes. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire pendant 50 ans de vivre avec des jeunes de 20 ans. Je les entendais. Ils ne portaient pas le même discours. Si vous utilisez le mot patrie, moi, je ne juge pas le mot patrie, comprenez-moi bien. Mais il n'a pas, dans la bouche des jeunes de 20 ans, le sens ou la force qu'il avait autrefois. Est-ce que c'est parce que ces jeunes sont moins bien que nous d'autrefois ? Moi, monsieur, j'aimais la France, etc. Non,
C'est parce que les jeunes sont de plus en plus dans le monde. Parce que vous avez de plus en plus une identification de cette jeunesse, on le voit à travers la Gen Z, aux souffrances du monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde plus la France, qu'on ne regarde plus la patrie. Ça veut dire qu'on a un regard différent. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait le général Dutart il y a un moment. C'est-à-dire, il y a de plus en plus un regard qui est porté sur l'humanité et de moins en moins un regard porté sur la nation. Il faut l'admettre parce que nous sommes dans la communication généralisée. Le jeune qui se lève par les réseaux sociaux, il est dès son café et même avant son café dans le monde. Et peut-être ne tirons-nous pas suffisamment les conséquences et les avantages de cette mondialisation des jeunes, de cette appartenance à ce monde nouveau. Vous savez, avec la Gen Z, je me suis plongé dans un manga auquel je n'avais pas du tout touché, qui était le One Piece, qui inspire tellement la jeunesse. Et on découvre tout un système de valeurs que l'on n'a pas le droit d'ignorer. Et je passe sur les détails et la description de ce cosmopolitisme, de cette hostilité à toute forme d'autocratie, de brutalité, etc. Mais peut-être que cette époque nouvelle dans laquelle nous entrons sera celle où on sera relier le proche et le lointain, c'est-à-dire la solidarité intime avec celles et ceux qui nous sont proches, avec l'empathie pour ceux qui nous sont plus lointains. C'est ce que le grand Victor Hugo, qui reste un de mes pères spirituels, appelait la sympathie des âmes. Alors, on peut construire une politique de paix. Vous me demandez tout à l'heure si la paix a encore un sens. C'est ça la nouvelle paix. C'est la paix par empathie, mais surtout qu'on ne dise pas que je suis un utopiste. Ça implique de garder un regard sur tous les voyants que le général très justement indiquait et de savoir faire le lien entre les deux. Je disais tout à l'heure qu'il est inadmissible que la France et l'Europe n'aient pas un projet de paix pour l'Ukraine. Eh bien, sachons lier nos intérêts et nos dangers immédiats avec une vision plus globale du monde. Et arrêtons ces discours xénophobes, anti-migratoires, discriminatoires. Vous savez, la discrimination, c'est le sens de la rétraction et de la peur. Le monde a peur, les sociétés ont peur de ce monde qui s'ouvre, alors que l'effort des gouvernants, ça doit être de nous réconcilier avec le monde. C'est, je pense, dans la veine de ce que dit. Alors l'émission va toucher à sa fin, ça passe très très vite. Donc Bertrand Badi a répondu à cette question un peu par anticipation. On voulait aussi vous entendre là-dessus, Général Dutart. Est-ce qu'il y a aussi pour vous encore un espoir pour cette culture de la paix ? Mais vous avez un nom qui est formidable, c'est l'humanité. L'humanité. Et dans le sens le plus noble de ça, c'est quoi ? C'est que nos jeunes aussi, ils ont raison, et moi je souscris à ça, c'est qu'on ait une vraie vision humaniste de l'humanité, de l'avenir de notre planète, une vision humaniste qui est, vous citez Victor Hugo, je ne connaissais pas cette expression de sympathie des âmes, mais je vous en remercie, parce que je l'aime beaucoup, et c'est vrai que nos jeunes, et il faut qu'on ait une vision globale, et la France doit être porteuse. À l'époque, c'était l'époque des Lumières, le pays des Lumières, il doit redevenir ce pays des Lumières, qui est une vision humaniste de l'avenir de l'humanité dans tous ses ensembles, et ça passe par le respect des êtres humains, quels qu'ils soient, sur cette planète. Alors on arrive au terme, je vous le disais, de ce deuxième U-Match. Il me reste à remercier nos invités de leur présence. Merci beaucoup Bertrand Badi, merci Général Dutart, merci à toi aussi Vadim. Et bien sûr, merci à vous derrière vos écrans qui nous avez suivis durant l'heure écoulée. Un dernier petit mot pour vous rappeler de ne pas manquer la prochaine de Ça ira, qui aura lieu le 28 janvier prochain, mercredi comme d'habitude. Et dès demain, vous pouvez retrouver notre revue de presse l'international sur notre chaîne Twitch comme d'habitude. Et d'ici là, lisez l'UMA, regardez nos vidéos, n'hésitez pas à vous sub à la chaîne, et surtout abonnez-vous, on a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.